Voice of Industry. Voice of Industries. Bonjour Jean-Marc, merci de votre venue sur Voice of Industries. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous au sujet de la pénibilité dans l'industrie et en particulier pour évoquer comment les technologies de l'industrie 4.0 peuvent apporter des solutions. Pouvez-vous vous présenter et nous en dire un peu plus sur l'activité de Fronius ? Bonjour, dans un premier temps, je vous remercie de me donner l'opportunité de parler de nos métiers parce que il y a une pluralité de métiers dans l'industrie et je trouve le format également très intéressant. Donc Jean-Marc Scolari, j'ai 52 ans, j'évolue depuis plus de 20 ans dans l'industrie. J'ai entre autres pu travailler dans les équipements pour les garages. Et depuis octobre 2008, je suis directeur général chez Fronius France, qui est la filiale française du groupe autrichien, et aussi directeur commercial opérationnel de la branche soudage. Je vais vous parler un tout petit peu des activités du groupe. Fronius est une ETI familiale fondée en 1945 à Wels en Haute-Autriche, c'est près de Linz. Le groupe compte 8000 collaborateurs, 42 filiales, a réalisé un chiffre d'affaires d'1,3 milliard d'euros en 2022 avec une projection aux alentours d'1,7 milliard pour cette année. Quelles sont nos activités ? Nous nous déployons via 3 business units. On va les égrener par ordre d'apparition. En 1945 a été lancée l'activité du développement et de la fabrication de chargeurs de batterie. Donc on adresse, toute une gamme de chargeurs de batterie pour les batteries de démarrage, mais aussi et surtout pour les batteries de traction. Donc on propose des équipements et des techniques de charge pour les grands acteurs de l'intralogistique qui gèrent de grandes surfaces de stockage avec parfois 200, 300 chariots élévateurs. Eh bien, nous fournissons le hardware, le chargeur, mais aussi toute l'infrastructure pour les gestionnaires de parc. Donc ça, c'est un métier. Le métier dont on va plus particulièrement parler aujourd'hui, le soudage. Cette activité a été lancée en 1950 au sein du groupe. Et je dirais même que c'est certainement l'activité qui nous a plus particulièrement fait connaître dans le milieu industriel. Et la dernière activité, la dernière business unit, c'est le solaire photovoltaïque, lancé officiellement en 1992. À l'origine, cela concernait la fabrication d'onduleurs photovoltaïques. On l'ignore assez souvent puisqu'on identifie facilement le panneau, mais simplement avec des panneaux, donc avec une cellule photovoltaïque, on va pas pouvoir exploiter l'énergie produite puisqu'il s'agit de courant continu. Donc l'onduleur va le convertir en courant alternatif et ensuite, et c'est là où ça devient très intéressant, soit le réinjecter dans le réseau, soit vous permettre d'aller dans vos consommateurs, de faire de l'autoconsommation. Donc en fait, dans cette BU-là, aujourd'hui, on va plutôt parler aussi de domotique au-delà de l'aspect photovoltaïque. Voilà. Et donc pour ces 3 business units là, nous sommes sur un modèle totalement intégré, c'est-à-dire que nous sommes strictement un acteur européen avec des usines positionnées exclusivement en Autriche. Et donc avec une intégration très forte puisque par exemple nous fabriquons nos propres transformateurs qui, comme vous le savez, sont très importants pour une bonne gestion et optimisation de l'énergie. Donc voilà globalement pour l'activité du groupe Fronius. Je souhaite également mentionner le fait que je suis le président de l'organisation professionnelle Evolis, branche soudage. Donc je représente également l'industrie du soudage en France, l'ensemble des confrères et des acteurs qui agissent dans ce domaine en France. C'est une bonne occasion pour commencer à parler de ce métier du soudage. Si on rentre un peu plus dans le détail, quelles sont les spécificités des métiers du soudage et quelles sont en fait les problématiques rencontrées en termes de pénibilité en particulier ? En premier lieu, alors encore une fois, je vous remercie de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur le monde, sur les applications du soudage. On l'ignore assez souvent, mais j'ai tendance à dire que nous sommes entourés d'applications de soudage.
dans notre environnement du quotidien, qu'il s'agisse de mobilier, d'escalier, évidemment nos véhicules personnels, voire lorsqu'on prend le train. Donc c'est un environnement qui est un peu plus visible ces derniers mois, plus particulièrement depuis que le pouvoir public a décidé de relancer la filière nucléaire. Évidemment, en corollaire, se pose la question de comment nous allons faire pour augmenter les niveaux de compétences que nous avons dans ce domaine-là pour pouvoir construire le nombre de d'EPR que nous voulons construire dans ce domaine-là. Pour reprendre votre question plus particulièrement, les applications et donc les conditions de travail sont très diverses. Par exemple, on peut parler de soudage robotisé, automatisé, où ces choses-là, l'aspect pénibilité sont plutôt bien maîtrisés, alors que lorsqu'on parle d'applications soudage en manuel, c'est là où en général on est confronté à la pénibilité dans le domaine du soudage. Principalement, s'il fallait synthétiser les choses, je dirais il y a déjà l'environnement dans lequel on évolue, donc vraiment l'aspect un peu plus physique des choses. Je veux parler de la posture. Lorsqu'on fabrique, lorsqu'on assemble par exemple un paquebot, les soudeurs sont amenés à passer par ce qu'on appelle des trous d'homme pour pouvoir souder, donc avec des positions qui pour le moins sont assez inconfortables, qui peuvent être assez gênantes pour l'opérateur. Je pourrais également vous parler évidemment des écarts de température très forts qu'on peut avoir dans les usines, qu'on peut avoir dans les sites de production en fonction de ce qui est produit, et bien sûr ensuite les dangers, la pénibilité plus particulièrement liée au monde du soudage, à savoir le rayonnement de l'arc qui peut être très très néfaste pour les yeux, ce qu'on appelle plus communément le coup d'arc si on n'y prend pas garde, d'où l'importance d'être équipé d'EPI, en particulier d'une cagoule en bon état de fonctionnement. Et actuellement, ce qui a pris beaucoup d'ampleur, en particulier dans la sphère là aussi politique, ce sont les fumées de soudage. Sachant que ce dernier point est certainement celui sur lequel nous allons devoir porter le plus d'attention, pour la bonne et simple raison que les fumées de soudage, de par entre autres leur teneur en métaux lourds, ont été déclarées d'une part par le gouvernement français, mais également par les institutions européennes comme étant cancérigènes. Voilà, donc il est à parier que dans les prochains mois, nous allons être confrontés à des normes et aussi, je dirais, à des équipements de protection, à des demandes d'équipements de protection accrues par les pouvoirs publics. Si je comprends bien, on a des challenges à la fois au niveau environnemental et industriel qui font qu'on va avoir besoin de soudage dans les années qui viennent. Pour autant, il y a un certain nombre de challenges liés à la technologie elle-même de soudage et ses impacts en particulier sur les soudeurs. Et par rapport à ça, comment est-ce que vous voyez l'industrie 4.0 et les technologies qui vont avec contribuer à réduire cette pénibilité que vous avez évoquée? En premier lieu, on est ravi que l'industrie, dans le cadre d'une réflexion globale, puisse retrouver ses lettres de noblesse en France, après la prise de conscience sur la pénurie que nous avons tous connue sur certains produits ou bien d'équipements durant la période du Covid. En effet, le projet de relocalisation de pans entiers de certaines industries passe de manière incontournable par l'innovation, voire la rupture technologique, la montée en gamme et en compétences des forces vives et actives dans les usines et autres sites de production. Dans ce contexte, en effet, la robotisation et plus particulièrement et plus récemment la cobotisation occupe une place de choix, non seulement pour réduire la pénibilité, mais pour rendre les métiers du soudage plus attractifs pour nos jeunes et générer des gains de productivité pour augmenter la compétitivité de l'industrie française, mais également dans un cadre plus large européen. Nous ne pourrons pas tirer notre épingle du jeu dans une compétition qui est devenue mondiale si nous ne modernisons pas l'outil industriel français et européen. Donc ça, c'est un point très très important. Alors,
Le robot en lui-même, l'application de soudage robotisé n'est pas quelque chose de nouveau. Vous avez certainement déjà pu voir de vous-même, voir des reportages sur les lignes de production robotisées qu'on a dans l'industrie automobile depuis pas mal de temps. Le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui en France, c'est que nous avons un taux d'utilisation moindre par rapport à l'ensemble des pays européens. Donc ça, c'est un aspect très très fort. Donc on parle de densité de robots industriels pour 10 000 salariés dans les différents secteurs. Et il faut savoir que la France, de par, je dirais, son poids économique et la place qu'elle veut prendre dans le monde économique, se situe entre autres derrière des pays comme l'Italie, sans parler évidemment de l'Allemagne qui a un taux de robotisation 5 à 6 fois supérieur. Donc il y a des efforts conséquents qui doivent être déployés pour faire adopter ces technologies par l'ensemble de la chaîne industrielle en France, à savoir optimiser les pratiques chez les grands donneurs d'ordre. Encore une fois, ils sont déjà robotisés, mais il s'agit d'optimiser les pratiques, de leur faire découvrir de nouvelles technologies, mais aussi et surtout l'ensemble de la chaîne des fournisseurs qui bien souvent on peut, voire pas du tout, entamer cette mue vers les technologies plus modernes. Si je comprends bien, cette transition vers, je dirais la cobotisation, la robotisation, au final, c'est au-delà de l'attractivité, du métier pour pouvoir avoir les bonnes ressources pour pouvoir, continuer à produire en France, j'imagine que c'est également un sujet de compétitivité à la fin. C'est-à-dire que si on rate le train comme on a pu le faire par le passé sur la robotisation, on va se retrouver, derrière nos concurrents européens, voire, mondiaux, en termes de compétitivité et de coûts de production. Mais si on revient aux technologies aujourd'hui qui apparaissent sur le marché, à votre sens, quelles sont celles qui vont avoir le plus d'impact, sur la réduction de la pénibilité et qui vont pouvoir contribuer, à je dirais, améliorer, au final quand même la compétitivité de nos entreprises? Oui. On l'a évoqué, incontestablement la robotisation, mais la robotisation plus large des différents cycles de production qu'on peut avoir chez les grands donneurs d'ordre. Donc le robot amène, si le projet est bien étudié, je le répète encore une fois, si le projet est bien étudié, parce que cela présuppose évidemment un certain nombre de prérequis qui doivent être maîtrisés. Le robot amène évidemment indéniablement une augmentation, je dirais, de la productivité, qui va de pair aussi avec une réduction de la pénibilité pour les opérations de soudage dans l'industrie. Alors on parle de réduction de la pénibilité, mais évidemment également une augmentation exponentielle du rendement et de la précision des opérations de soudage. Plus particulièrement, ce qui a connu et ce qui connaît un succès grandissant parallèlement au robot, c'est le cobo. Donc pourquoi le cobo? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On adresse une offre qui peut être différente, mais également à des cibles différentes. Pour pouvoir utiliser un robot à bon escient, il faut un certain nombre de compétences, dont celle de pouvoir programmer un robot. Encore une fois, si vous êtes chez Stellantis, globalement, on va estimer que vous allez disposer des bons opérateurs, des roboticiens qui sauront tirer le meilleur profit du robot. Ce n'est pas le cas dans les PME, PMI, chez beaucoup de fournisseurs de l'industrie automobile, si on reste sur l'exemple de l'industrie automobile. Donc là, on va parler de primo-accédants. Et encore une fois, dans ce contexte de pénurie de soudeurs, c'est certainement l'approche technique, technologique qui va prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce que ça peut faire disparaître les appréhensions qu'on peut avoir lorsqu'on n'a pas encore de robots sur un site de production et qu'on est confronté soit à une augmentation de cadence, soit à de nouveaux contrats que vous avez pu remporter. Ça va vous permettre vraiment de découvrir en premier pas, je dirais, une industrialisation de vos procédés de soudage. Là aussi, le projet doit être bien maîtrisé, puisque j'ai connu des sociétés où l'arrivée du premier robot et ou même cobo a été plutôt mal accueillie par les opérateurs. Donc c'est un sujet qu'il faut préparer. Il faut préparer les équipes
à revoir peut-être certains procédés de fabrication. Mais pour autant, l'expérience montre que lorsqu'on a robotisé ou cobotisé, eh bien, on va être plus performant à terme. C'est-à-dire que la société va pouvoir se positionner sur de nouveaux marchés, va pouvoir remporter de nouveaux marchés et donc augmenter ses niveaux de revenus et donc aussi son positionnement. Donc globalement, je dirais, on gagne sur tous les tableaux. Évidemment, celui de la rentabilité, de la productivité, de la précision, évidemment, y compris un cobot va pouvoir reproduire sur des petites séries, c'est ce qui va le distinguer d'un robot industriel, eh bien le même cordon de soudage, sans défaut. Voilà, il sera pas fatigué au bout de 8 heures d'opération. Et donc voilà, donc ça amène donc des gains de productivité. On baisse la pénibilité et donc on va pouvoir se positionner et aussi in fine, je dirais, dégager une image plus favorable, plus attractive du métier du soudage, puisque l'opérateur qui était peut-être un soudeur avant va pouvoir se positionner sur des tâches plus valorisantes. Si je comprends bien et si on pouvait résumer, quelque part, on va avoir une transformation, une transition qui est quelque part tirée par l'aspect pénibilité, mais qui au final va avoir un certain nombre de gains directs pour l'industriel qui investit dans ces technologies, à savoir sur la qualité des produits, sur l'attractivité des compétences, sur la productivité et globalement, c'est un choix gagnant. Oui, tout à fait. On fait d'une contrainte vraiment un avantage. Et donc, absolument, et la gamme, je dirais, d'équipements et aussi de solutions qui sont proposées par tous les acteurs dans notre domaine vous permettent vraiment de trouver la solution adéquate entre, ben voilà, devoir fabriquer des pièces sur des petites séries, devoir fabriquer on reprend l'industrie automobile ou des industries assez similaires sur les 3-8, la même pièce mais des millions de fois, voire devoir parfois sur de très très grandes pièces, on parle parfois de cordons de soudage de 8 à 10 mètres, fabriquer des machines, proposer des machines qui sont des machines de soudage automatisées sur mesure. Donc voilà, donc l'industrie a su se mettre, notre industrie a su se mettre en ordre de marche. Et donc aujourd'hui, il n'est pas question de faire machine arrière puisqu'on a vraiment ce défi d'être confronté à une compétition qui est devenue une compétition internationale. Et donc voilà, il n'y a qu'une voie pour l'industrie française, pour l'ensemble des acteurs industriels français, c'est l'innovation, c'est quitter, je dirais, la gamme moyenne pour aller vers une offre qui doit être une offre premium européenne. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets de la façon dont ces technologies sont appliquées à l'industrie du soudage? Avec, je dirais, quelques éléments sur les améliorations qui ont été constatées, mais également aussi vous, comment Fronius, accompagne les industriels dans ces Ouais. démarches? Alors, chez Fronius, on considère évidemment que le générateur de soudage est incontournable. Il doit être convivial. On doit avoir ce qu'on appelle un arc de soudage parfaitement maîtrisé, parce que in fine, c'est ce qui va vous donner la qualité du cordon de soudage. Mais ce qu'on considère, c'est qu'il faut regarder ce qui se passe en aval et en amont du poste soudage sur une ligne de production, parce que à un moment donné, on va pouvoir amener plus de technologie, voire du digital. On pourra aussi évoquer ces sujets-là, hein, le soudage et le digital, où le monde du soudage a fait un pas très très important. Mais en effet, obtenir des gains de productivité sur le poste soudage, alors que si on prend le poste pliure ou pliage ou peinture, si à ce niveau-là on ne sait pas tirer profit de ces choses-là, on passera à côté de l'essentiel. Donc ensuite, on déploie des stratégies assez marquées sur, eh bien oui, effectivement, la robotisation, la cobotisation des procédés de soudage pour répondre à la pénurie de soudeurs. Et je l'évoquais en filigrane tout à l'heure, effectivement, le digital, où on va offrir des solutions permettant en temps réel de faire de l'acquisition de données, ce qui va vous permettre en temps réel
de voir si votre cordon de soudage est conforme aux paramètres que vous avez définis dans votre cahier des charges. Qu'est-ce que cela permet de faire? Bien, tout simplement, ça vous permet, encore une fois, en temps réel. Donc, très concrètement, vous avez l'opérateur a un écran sur lequel il visualise tous les cordons de soudage à réaliser. Il passe au vert, on est conforme. Lorsque c'est rouge, vous êtes non conforme, et ça vous permet en temps réel, bien, de corriger, de stopper la ligne de production et de corriger le cordon qui est non conforme. Alors que si avant même l'avènement de ce genre de solution, qui est assez récente, bien il fallait être en bout de ligne de production pour s'en rendre compte, et donc de faire ce qu'on appelle du parachèvement manuel, ce qui est vraiment préjudiciable sur l'ensemble de la chaîne. Donc vraiment, pour synthétiser, voilà, on estime chez Fronius que le générateur de soudage est ou sera bientôt une commodité. Il doit être extrêmement fiable puisque nous sommes dans le milieu industriel. Pour autant, il convient déjà de déployer en périphérie des solutions qui vont permettre aux industriels d'optimiser les rendements, de souder mieux, de souder plus vite. Et donc ça permet in fine d'avoir un positionnement plus concurrentiel sur les différents marchés. Prenons l'exemple de l'automobile. Nous accompagnons par exemple Stellantis sur l'électrification des gammes. Nous n'ignorons pas la compétition féroce qui est engagée avec les fabricants asiatiques. Donc, pour pouvoir proposer des véhicules électriques qui par nature sont plus onéreux que des véhicules thermiques à des conditions acceptables par le citoyen français aujourd'hui et demain, il faudra optimiser les process de fabrication et donc réduire le coût de fabrication de ces éléments-là. Donc Jean-Marc, on vient parler de plusieurs exemples dans le domaine des lignes de fabrication, je dirais un peu petites séries, voire grandes séries, qui font appel au soudage. Qu'en est-il des applications de soudage, je dirais plus de type tuyautage et autres, qui peuvent se réaliser sur des sites industriels où là, on est encore très manuel. Quels sont les gains qu'on peut attendre de ces évolutions? Bien, en premier lieu, il convient de mentionner malgré tout, je dirais, l'évolution de l'électronique de puissance sur les générateurs. Lorsque le soudage a été lancé, les premiers générateurs de soudage étaient très très lourds, très difficiles à déplacer, nous étions basés sur une technologie transformateur 50 Hz. Lorsque vous regardez aujourd'hui, je dirais à puissance équivalente un générateur de soudage, vous vous rendrez compte que déjà on a réussi à rendre beaucoup plus compact et donc beaucoup plus léger les générateurs de soudage, donc qui typiquement dans les applications auxquelles vous faites allusion, mais également dans la métallerie, dans la chaudronnerie, permettent vraiment d'avoir des générateurs très puissants, très compacts, très légers. Le défi auquel nous sommes confrontés dans ces industries-là, dans ces applications-là, c'est d'équiper les opérateurs avec les équipements de protection adéquats. Ils existent, mais malheureusement, pour des raisons diverses et variées, ils ne sont pas encore assez utilisés, puisqu'aujourd'hui vous avez pour effectivement protéger l'opérateur des fumées de soudage. On l'a vu tout à l'heure, elles sont extrêmement nocives pour la santé à moyen terme. Vous avez des cagoules ventilées. Nous avons par exemple aujourd'hui chez Fronius y compris des cagoules ventilées qui sont équipées de Bluetooth, donc qui communiquent en Bluetooth avec le générateur. Donc ça veut dire que dès que je commence à souder, c'est à ce moment-là que l'écran se teinte. Donc ça amène énormément de confort puisque quand je soude pas, mon verre n'est pas teinté et j'ai une vision à peu près normale. Voilà. Et puis surtout, les torches ont également évolué. Elles sont plus ergonomiques et surtout aujourd'hui, l'ensemble des fabricants dignes de ce nom proposent des torches aspirantes. Et là aussi, quand on regarde un peu le taux d'utilisation de ce type de torche dans les applications de soudage manuel, soudage d'acier noir assez classique, le taux est encore bien trop faible en France. Donc il conviendrait en particulier pour l'ensemble des artisans qui œuvrent dans ces domaines-là, de faire une campagne de communication sur l'intérêt et l'utilisation de ces équipements de protection qui, je le concède, n'étaient peut-être pas, pour parler d'une torche de soudage,
pour une torche de soudage aspirante, peut-être pas aussi ergonomique qu'une torche qui ne l'est pas. Mais pour autant, l'ensemble des fabricants ont pris ce sujet très au sérieux et proposent aujourd'hui des équipements qui sont tout à fait exploitables, y compris dans des conditions professionnelles. Vous venez d'évoquer le fait qu'il y a encore du chemin à faire pour que toutes ces technologies soient, on va dire, déployées sur le terrain, qu'il y a encore un certain nombre de défis à surmonter pour avoir une utilisation, je dirais, généralisée de ces nouvelles technologies. À part ceux que vous avez déjà évoqués, est-ce que vous voyez d'autres défis qui restent à surmonter dans votre univers pour avoir une adoption large de ces solutions? Écoutez, je pense que aujourd'hui, le grand défi auquel nous sommes confrontés, c'est, je dirais, la pénurie, la pénurie de la main d'œuvre. Et donc cette pénurie, elle est liée à quoi? Elle est liée, effectivement, au manque de vocation, en particulier chez nos plus jeunes concitoyens. On a longtemps considéré les métiers manuels comme étant à minima secondaires en France. Et donc l'un des plus grands défis, effectivement, c'est de montrer, d'expliquer à quel point ces métiers-là sont attractifs pour les jeunes, qu'il est tout à fait possible d'y faire de très très belles carrières. À titre d'exemple, on ne rate pas une occasion chez Fronus bien lors des journées de l'industrie ou de la semaine de l'industrie d'accueillir de jeunes collégiens, d'accueillir de jeunes lycéens qui découvrent ce monde-là et qui sont fascinés de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec une tablette, qui n'avait pas la moindre idée de ce que pouvait être une application de soudage, de ce que pouvait être un procédé de soudage. Et en allant un peu plus loin, si on veut réussir cela, il s'agira de convaincre les professeurs qui œuvrent dans le secondaire en particulier que le monde industriel est un monde passionnant, qu'il est en pleine évolution et à ce niveau-là, même si on constate, je dirais, une vraie progression de l'alternance en France, qui est certainement un des axes sur lesquels il va falloir appuyer encore davantage dans les prochaines années, la feuille de route, le chantier est encore immense pour redevenir une vraie nation industrielle. Ce que vous venez d'évoquer, je dirais, c'est un sujet qui est assez généralisé dans l'industrie, hein, globalement. Et clairement, on voit, nous, également ça dans d'autres activités, que le fait d'arriver avec des nouvelles technologies qui réduisent la pénibilité, mais qui aussi permettent d'amener, on va dire, une activité à plus forte valeur ajoutée pour les jeunes qu'on souhaite attirer, ça change complètement la perception du métier, puisqu'on revient à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et typiquement, le métier de soudeur, c'est un métier où je dirais il y a besoin de technique, il y a besoin de connaissances, de précision, de capacité à s'adapter aux situations. Et évidemment, vous n'imaginez pas les contraintes que vous avez, évidemment, lorsque vous soudez dans le nucléaire. Vous devez alors déjà avoir un très très haut niveau, être capable de souder dans des conditions extrêmes, avec des combinaisons dans lesquelles il fait 50 degrés parfois, et vous devez tous les ans renouveler vos certifications. Donc c'est extrêmement valorisant. Nous, plus particulièrement au niveau de l'organisation professionnelle, eh bien, ça nous fait mal de voir qu'on appelle des soudeurs américains pour venir faire la maintenance de nos centrales. Donc, le défi que nous avons devant nous, si nous voulons effectivement construire ces 6 EPR dans les prochaines décennies, c'est de mettre en place tout un écosystème qui va nous permettre de former et ce de manière extrêmement efficace, des milliers et des milliers de soudeurs dans les prochaines années. Voilà, on a avec la filière, on a pu mettre en place le championnat de France de soudage, qui avait fait sourire pas mal de gens lors de sa première édition. On a été très fiers d'accueillir notre ministre de l'Industrie, Roland Lescure, pour la seconde édition. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'effectivement, pour l'ensemble des acteurs, c'est un métier vraiment de passion. Et une fois que vous y mettez un pied, et j'en suis un bon exemple, puisque je n'ai pas grandi dans le milieu du soudage, eh bien très sincèrement, vous avez du mal à quitter ce monde-là. Donc j'estime être un bon exemple. Voilà, mon univers faisait que je devais pas me retrouver, en tout cas de manière opérationnelle,
dans cette activité-là. Et ça me manquerait beaucoup si demain je devais quitter ce milieu-là. C'est extrêmement diversifié et je pense que en effet nous sommes plutôt sur la bonne voie pour monter en puissance dans le domaine industriel et en particulier dans le domaine du soudage. Malheureusement, quand on parle de pénibilité, je m'en rends bien compte, dans les médias, on a souvent, et vous en conviendrez, une image d'un soudeur. Je serais ravi que demain, eh bien, on ait un exemple peut-être, qu'on ait un exemple de soudeur, mais pour illustrer quelque chose d'éminemment positif. Merci Jean-Marc pour ce voyage dans l'univers du soudage industriel. Je vous remercie d'avoir partagé avec nous cette expérience et cette vision que vous avez chez Fronius du métier. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet-là.